Ouais, contre lui, mais je sais pas, essaye, fais pas le mouvement que toi que tu penses qu'elle va dehors. Non, mais c'est au sol, quoi, il peut pas. Parce que non, mais lui quand il fait comme ça, genre elle va dehors. Non, je sais pas, s'il te plaît, fais Voilà, quelque chose. il Quoi. peut pas. Mais il Je sais peut pas. pas. Vraiment, ça c'est le mouvement d'une victime. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est exceptionnel parce que je suis, comme d'habitude, avec mes chroniqueurs aussi piquants que délicieux. Je suis avec Xavier. Comment ça va? Ça va pas mal, et toi? Bah écoute, je suis extrêmement en forme. Je me réjouissais de revoir cette émission. Ça fait déjà une petite semaine, hein, la trêve internationale de 2 semaines qui, comme d'habitude, comme les joueurs, nous coupe un peu les pattes. Mais on est reparti de plus belle avec notamment Quentin. Ça va mon Quentin? La forme, hein, on est prêt pour parler de football comme d'hab. Prêt. Et je le disais tout à l'heure, le flow est absolument incroyable. Si vous nous écoutez en podcast, et vous faites bien de nous écouter en podcast, toujours disponible sur Spotify, vous ne pouvez pas le voir, mais si vous êtes sur YouTube, admirez un petit peu cette classe. Hein. On est sur une chemise blanche, on est sur un homme fouetté, claqué, beauté, magnifique, et à côté, évidemment, la fraîcheur incarnée, Yannick Lohemba, joueur du RFC Liège. Comment ça va? Ça va et toi? Mais très bien, très heureux d'être avec toi, toujours très heureux. Ouais, mais c'est toi qui me donne cette énergie. Tu vois, c'est une question d'échange. Tu m'envoies le fluide, je te le renvoie, on est ensemble. Non, voilà, toujours, c'est ça. Ça bouge pas. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Yannick, merci d'être là dans l'émission. Merci encore à toi. Hein. Et écoute, oui, effectivement, on le disait, tu es joueur donc du RFC Liège, mais tu seras un petit peu chroniqueur aujourd'hui. Tu vas venir un petit peu appuyer les avis et surtout apporter ta petite touche. La touche Yannick Lohemba, vous allez voir, c'est assez magique. Qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement cette semaine? Franchement, je vais te dire le match de Charleroi. Ok. Parce que je pense qu'il faut pas être cardiaque pour supporter Charleroi, donc c'est vraiment ça qui m'a marqué ce week-end. Ok. Ben, c'est vrai que Charleroi, on va y revenir. Ce sera un sujet important dans les moments de la semaine. Ça, il faut être accroché effectivement au niveau du cœur, hein, parce que c'est parti d'un côté comme de l'autre, et au niveau du jeu, malheureusement, c'est encore assez faible au niveau de Charleroi pour le moment. Je pense que pour le moment, c'est pas ça que Charleroi cherche pour le moment. Je pense que c'est plus les points que le niveau du jeu. Ouais, c'est ça. Le Matsu Time a encore fait la différence, Quentin. Exactement, le Matsu Time, hein, je l'avais connu quand j'avais été voir Charleroi RWDM avec le goal retour acrobatique de Draknes. Ici, le jeune Silla qui monte, qui marque, ça fait plaisir pour lui. Mais ouais, je pense qu'au mercato de janvier, il y aura quand même quelque chose à faire pour Charleroi pour un peu renforcer l'équipe. Effectivement. Alors, on va démarrer cette émission par une introduction un peu spéciale. C'était pas prévu au départ, mais l'actualité nous rattrape, les amis. On ne sait pas pourquoi, mais le tirage arrive en plein milieu des Coupes d'Europe. Il y aura donc le tirage de l'Euro vendredi prochain, au moment où on se parle. Bah, évidemment, l'émission sera sortie et il y aura pas encore les résultats. Donc, on va pouvoir vraiment se focaliser sur les différents chapeaux. Hyper intéressant, bien sûr, d'avoir votre avis sur quel sera, selon vous, le groupe le plus facile ou le plus aisé ou le plus compliqué, par exemple pour les Diables Rouges et pour la Belgique. Je vais vous donner un peu les différentes équipes donc qui vont peupler le chapeau 1. Allemagne, Angleterre, Espagne, Portugal, Belgique, France pour le 1. Sur la 2, on a la Hongrie, la Turquie, la Roumanie, l'Albanie, l'Autriche, le Danemark. Le 3e chapeau, ce sera l'Écosse, la Croatie, la République tchèque, les Pays-Bas, la Slovénie et la Slovaquie. Et puis le 4e chapeau, l'Italie, la Serbie, la Suisse. Et puis les 3 barragistes des groupes A, B et C qui seront ensuite évidemment finalistes et puis vainqueurs des fameux groupes donc de l'UEFA Nations League. Vous l'avez pris de toute façon connaissance, hein, évidemment, si la technique peut nous aider bien sûr à avoir toujours un peu plus de renseignements sur ça. Pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez, c'est toujours mieux. Mais globalement, cette Belgique, vous aimeriez la voir contre qui, Yannick? Ouf, franchement, moi j'aimerais bien les voir quand même contre des gros dans une poule assez compliquée pour voir ce que ça donne exactement. Parce que j'ai souvent tendance à voir la Belgique jouer des matchs assez faciles à leur portée. Et ensuite se casser la figure, mais là j'aimerais vraiment, je sais pas te dire qui, mais j'aimerais les voir quand même contre des bonnes équipes. Alors ici justement, donc tu parles d'un groupe compliqué. On peut imaginer un groupe par exemple sur base des chapeaux avec la Belgique, l'Autriche, qui est un excellent adversaire que la Belgique a eu des grandes difficultés à manier dans ce groupe, dans ce chapeau 2, hein, où il y a quand même la Hongrie, il y a notamment la Turquie, le Danemark. Si tu préfères d'autres équipes, tu peux me le dire et m'arrêter. J'aimerais bien quand même la Hongrie, parce qu'ils ont une bonne équipe la Hongrie. Tu préférerais la Hongrie? Ils ont une bonne équipe et pas facile à bouger le bloc. Donc la Hongrie, l'Autriche, ils ont déjà gagné contre l'Autriche. Je pense qu'ils sont supérieurs à l'Autriche. Ils sont supérieurs même à la Hongrie. Hein. Moi, je dis, il doit y avoir un symbole. Hein. Le Danemark, hein.
Ouais. C'est le lien avec Anderlecht, le Danemark, ça pourrait être sympa de jouer contre Schmeichel. Donc, ça va, on en boit tous les week-ends, c'est bon. Hein, quand non, mais sinon, dans le pot 3, les Pays-Bas aussi, et puis il y a l'Italie dans le pot 4. Hein. Pays-Bas complique toi, lui, il aime vraiment pas. Lui, il veut la bagarre. Ouais, ah non, tu veux un gros groupe, mais ça, c'est trop gros quand même. Mais non, mais moi je dis, il faut juste une grosse équipe. Notamment, on a vu, notre meilleur parcours, c'était à la Coupe du Monde en 2018. On avait qui? On avait l'Angleterre dans notre poule. Donc ouais, moi je pense même l'Italie, ça reste une grosse nation, même si elle est pas au mieux. Je pense qu'avoir un gros pays, un gros nom, comme disait Yannick, je suis pour aussi. Donc une nécessité d'avoir une équipe importante. Pourquoi? Pour se préparer, pour se mettre déjà dans les conditions du tournoi à phase éliminatoire. Exactement. Surtout aussi pour savoir ce qu'elle veut cette équipe aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, énormément de cracks. Aujourd'hui, la Belgique, ce qui est bien, c'est qu'à gauche comme à droite, ça peut percuter. T'as Doji de l'autre côté ou bien Bakayoko. C'est Bakayoko. Ouais, c'est ça, Yohan Bakayoko. Et Doku génial sur le côté. Donc maintenant, j'ai envie de voir ce que ça va donner vraiment contre une vraie équipe. Maintenant. Tu parlais de l'Angleterre, il y a un premier test en mars. Hein. Donc déjà, il y aura une possibilité de voir de quel bois il se chauffe, mais ça reste un amical. Ouais, voilà, c'est pas la même saveur qu'une compétition officielle, quoi. De l'Euro. Maintenant, j'aimerais vraiment voir la Belgique face à une grande nation. Xavier, la Belgique, chapeau 1, donc le chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. Je suis hyper curieux d'avoir tes idées sur un groupe qui serait, je dirais, assez aisé, mais qui en même temps permettrait à la Belgique de rentrer de la meilleure manière dans ce tournoi. Je suis un peu en deux idées. Je trouve que ce serait bien d'avoir une grosse équipe pour aller les jauger et voir aussi justement qu'ils se rencontrent qu'on les mette pas trop sur un piédestal en phase de groupe, et comme ça ils peuvent justement après être bien dans leur compétition. Mais à côté de ça, un groupe un peu moins relevé, mais quand même compliqué, ça peut être intéressant. Par exemple, Autriche, qu'ils ont déjà affronté, mais c'est une équipe qui les connaît bien, donc qui peut bien préparer son match face à la Belgique également. La Slovénie, qui est bien défensivement, mais qui est pas folle en attaque, donc c'est quand même compliqué, c'est un style de jeu différent. Et puis la Suisse aussi, genre par exemple, on n'en parle jamais, mais ils sont quand même souvent tout le temps qualifiés, ils se qualifient toujours au prochain tour, donc c'est aussi compliqué. C'est un groupe facile, mais pas trop simple non plus. Toi, c'est un peu entre les deux et ça peut être bien aussi. Je suis pas pour, moi. Moi, je pense que la Suisse, c'est un adversaire très compliqué pour la Belgique. Je suis tout à fait d'accord avec Xavier. Moi, je suis pas pour d'avoir un groupe comme ça, parce que ça nous rappelle vraiment quoi? Ça nous rappelle le groupe de la Coupe du Monde au Qatar. Donc des bonnes nations, le Maroc, la Croatie, le Canada, mais des nations que, je veux dire, le peuple belge se dit, ouais, nous on est la Belgique, on peut les battre. Et donc après, c'est des nations qui sont quand même très bonnes, qui sont sous-estimées, et après, clac, on se prend le revers de la médaille et on se fait une élimination. Mais quand tu vois les adversaires dans le chapeau 2, 3 et 4, tu te dis pas que c'est de toute façon quelque chose qui va arriver dans la tête des gens? Parce que le chapeau 1, il est là, les favoris sont dans le chapeau 1 en fait. Ouais, t'as comme des favoris t'as comme des clubs, des pays intéressants dans le pot 3 et dans le pot 4. T'as Pays-Bas, t'as Italie. C'est tout. Voilà. C'est quand même les Pays-Bas, c'est quand même. Les Pays-Bas, c'est très fort parce que ça sait défendre, mais devant, c'est très léger. C'est extrêmement léger. T'as des talents, t'as des joueurs qui se mettent en avant avec un Tijani Reinders qui est extrêmement bon, mais voilà, ça manque un peu de piquant, alors que justement la force de la Belgique, elle est vers l'offensive. La force des Pays-Bas, elle est vers la défensive parce qu'il y a des défenseurs incroyables, Nathan Ake, Virgil van Dijk. Il y a quand même cette ossature qui est extrêmement solide et on gagne un tournoi en défense. Là-dessus, je te rejoins totalement. Donc le propos est nuancé, mais si tu veux aller chercher quelque chose, il faut que tu aies cherché, pour moi, une nation qui va te poser des problèmes dans ton jeu, dans son application et à la limite avec une rigueur un peu plus tactique. Ouais. C'est pour ça que je parlais de l'Autriche. Pour moi, l'Autriche, elle a posé des gros problèmes dans le jeu à la Belgique qui pouvait carrément encaisser 4 buts dans le match si elle n'a pas un magnifique Sels au match durant les qualifications de l'Euro. Et puis après, bah voilà, t'as quand même la Croatie qui est toujours très difficile à jouer, et pourquoi pas la Suisse qui est vraiment, je dirais quelque part, comment est-ce qu'on dit en général, la bête noire, voilà, c'est l'expression qu'on utilise de la Belgique. Rappelons-nous de ce match en Ligue des Nations, effectivement, qui avait vraiment, voilà, fait couler complètement la Belgique à ce niveau-là. Si on va vous demander comme ça de réfléchir par rapport au groupe, vous savez me donner votre groupe préféré. Donc, on disait donc la Belgique. Dans le groupe 2, tu m'avais dit la Hongrie, Yannick. Troisième chapeau. Il y a qui dans le troisième Écosse, chapeau? Croatie, République tchèque, Pays-Bas, Slovénie, Slovaquie. Je prendrais quand même Écosse, et maintenant dans le chapeau 4, Italie, Suisse, Serbie, et puis les barragistes, donc A, B et C, qui pourraient être le Luxembourg, la Géorgie, notamment la Finlande, moi, l'Italie. etc. L'Italie? Ouais. Ah, ok, d'accord. C'est une nouvelle équipe aussi, c'est une équipe un peu comme la Belgique en reconstruction, et c'est important de voir l'Italie maintenant, si c'est toujours la squadra, la vraie squadra, pour voir aussi avec la Belgique, ça sera un très bon test, pour moi. Bon, ça sera un groupe extrêmement compliqué. Donc on répète, hein, la Belgique, la Hongrie, l'Écosse et l'Italie pour Yannick, c'est énorme. Hein. Pour l'Italie, ce serait intéressant de voir parce que je veux dire que maintenant, la force de la Belgique, c'est l'attaque, avec notamment Lukaku, Doku
et Bakayoko ou Loke Bakio. Et la force de l'Italie, c'est sa défense. Tu trouves? Ouais, franchement, ouais, même quand on a vu ici contre l'Ukraine, ben, ok, ils ont bien défendu, ils ont gardé le 0, mais offensivement, je trouve qu'ils n'arrivaient pas à faire la différence. Contre l'Ukraine, c'était un match important, offensivement. Vous n'êtes pas d'accord, tu entends. Hein. Bah, en fait, l'Italie, le problème, c'est que pour le moment, ils sont un peu nuls un peu partout, quoi. Non, mais ça reste après, c'est une nouvelle équipe, hein, comme j'ai dit, c'est vraiment une nouvelle équipe, c'est plus. Mais je trouve que tu peux pas dire que leur défense est bonne. Ils galèrent, ils encaissent beaucoup. Ouais. La défense est meilleure que l'attaque chez eux, et chez nous, notre attaque est meilleure que la défense. Après, ça, c'est le calcio. Ça a toujours été comme ça. Eux, ils sont basés sur la défense d'abord avant l'attaque. Exactement. Effectivement. Donc, forcément, pour toi. J'ai donné un groupe de la mort. Toi, t'as donné un super groupe. Moi, je pense que le groupe est trop compliqué, peut-être un peu trop compliqué sur le départ. Bah après, c'est la Belgique. Mais il pourrait être. La Belgique, faut plus la voir comme avant. Maintenant, c'est Wout van Vertonghen en défense, mon copain. Enfin, je veux dire, faut se dire un petit peu les choses à un moment donné. Oui, mais il y a de quoi. Il y a un vivier assez bon aujourd'hui. La Belgique peut plus la considérer comme avant, à l'époque de. Voilà. Maintenant, la Belgique, c'est une grande nation et qui doit s'imposer contre n'importe qui aujourd'hui. Pour moi, tu m'aurais dit la France dans le chapeau d'eau, j'aurais mis la France aussi, parce qu'à un moment donné, faut plus avoir peur d'aller affronter les plus gros, parce que c'est une grande nation maintenant. Non, mais tu sais très bien qu'il y a une montée en régime qui doit se faire dans un tournoi d'un mois, et les équipes qui sont les plus en forme au départ du tournoi ne sont certainement pas celles qui terminent le mieux. En atteste notamment la Coupe du Monde 2022, où l'Argentine avait complètement trépassé face à l'Arabie Saoudite et avait fini championne du monde. Tu vois ce que je veux dire? Vrai. Donc il y a quand même aussi cette notion de prendre le rythme, avoir des adversaires importants, avoir des vrais tests pour monter en température, mais ne pas avoir non plus que des gros. Imaginons, moi, par exemple, mon pire, hein, le pire du pire pour moi, c'est Belgique-Turquie. Avec la Croatie et la Suisse. Pour moi, ça c'est le pire parce que la Croatie, hyper difficile à jouer pour la Belgique. Défensivement, c'est toujours impeccable. T'as toujours Josko Gvardiol qui joue sans son masque, mais qui est toujours aussi fort. La Turquie avec 35 000 Turcs dans un stade allemand à 36 000 personnes. Vous avez compris ce qui va se passer. Ça va être la guerre. Et la Suisse, effectivement, la bête noire de la Belgique. Ça, c'est vraiment dur. Je t'ai pas entendu là-dessus. Quentin? Non, je suis d'accord avec toi. Moi, en groupe B, j'aimerais quand même bien voir le Danemark. Ok, donc Belgique-Danemark. Ouais, Belgique-Danemark. Dans le groupe C, je dirais quand même les Pays-Bas. Pays-Bas. Ouais. Et dans le groupe D, j'ai envie, parce que c'est quand même notre pays voisin, le Luxembourg. J'aimerais bien voir le Luxembourg se qualifier pour un gros championnat. Ils l'ont quand même mérité qu'une belle phase qualificative, je trouve. Donc, en espérant qu'ils gagnent les barrages et voir le Luxembourg. C'est quand même un groupe assez... Ah, c'est un groupe assez relevé. Ça va, non, ça va. Il est gentil avec la Belgique. On peut viser une. Parce que Luxembourg, c'est déjà 3 points. Non, c'est juste pour le Luxembourg. C'est déjà 3 points. C'est les matchs que tu voulais. C'est commencer pour voir comment c'est. On commence par le Luxembourg, puis on fait le Danemark, puis on fait le Pays-Bas. Mais cet homme ne regarde pas les European Qualifiers. Parce que, effectivement, le Luxembourg, c'est peut-être un peu léger, mais c'est vainqueur de la Bosnie lors des dernières, la dernière trêve internationale. On parle de la Belgique. La Bosnie, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est pas la Belgique. C'est très bien. C'est très bien. Tu mets la Belgique à un certain niveau, comme Xavier, par exemple. Ton groupe, mon cher Xavier. Moi, ce sera Belgique, Autriche, Slovénie et la Suisse, comme je te l'ai dit. Belgique, Autriche, Slovénie et donc... compliqué, mais pas trop. Toi, juste je peux te demander... Slovénie, pas mauvaise équipe. Voilà, j'allais justement te demander pourquoi. Bah, je trouve que défensivement, ils sont costauds, et c'est plus en attaque que c'est compliqué, donc comme ça, ils vont jouer avec un bloc bas. Et je trouve qu'à Belgique, contre les blocs bas, ils sont du mal, donc comme ça, ils ont une équipe qui joue à bloc bas, la Suisse qui est plus homogène, qui va faire le jeu également. En fait, c'est des styles de jeu complètement différents, les trois équipes. Mais quelles sont les qualités que tu trouverais intéressantes, par exemple, dans une opposition entre la Slovénie et la Belgique, la Slovénie? Bah, justement, la Slovénie, je trouve que défensivement, ils sont très très bons. Ok. Tu vois? Et ils vont certainement jouer à bloc très très bas. Et je trouve que la Belgique a souvent du mal contre les blocs bas. Ok. Donc pouvoir jouer et en phase de groupe, essayer des choses contre des blocs bas, pour peut-être plus tard, si tu as une équipe qui joue plus bas en huitième, en quart ou quoi, c'est intéressant. Voilà. Et puis on espérera un petit Allemagne-Turquie aussi en phase de groupe, ce sera pas mal. Mais bon, si la Belgique va contre la Turquie, alors dans ce cas-là, voilà. Mais c'est, comme on dit, là, on avait la chatte à Dédé, peut-être on aura la chatte à Domé. Voilà. C'est possible. Domé, Nico, Tedesco, bien sûr. On verra un petit peu, mais merci en tout cas pour vos avis. On va passer tout de suite au moment fort de la semaine. Et tu en parlais, justement, le Sporting Charleroi. On va pouvoir maintenant prendre un peu je dirais, la place sur ce sujet. Le Sporting Charleroi, 11e au classement général, qui s'en sort miraculeusement face à Westerlo. Victoire 1-2 grâce au diablotin Youssouf Silla. Quelles doivent être les réelles ambitions des Zèbres cette saison, mon cher Yannick? Pour moi, franchement, match après match. Cette année, je pense pas qu'il faut avoir des ambitions du top 6. Ça va pas être possible, je pense. Ça va vraiment pas être possible. Donc, il faut prendre match par match. La coupe, hein?
Ouais, la coupe. La coupe, ça reste un match. Donc tout est possible. C'est 11 joueurs contre 11 joueurs. Ils jouent contre une équipe de l'Antwerp qui est franchement pas séduisante. J'ai regardé le match contre Saint-Tron vendredi. La première mi-temps, c'était vraiment cata. La deuxième, ben oui, vu qu'ils étaient menés, ben ils ont commencé à pousser. C'est pas glorieux. Il a fallu attendre très longtemps pour avoir un premier tir cadré. Et ici, l'Antwerp va aussi enchaîner les matchs Ligue des Champions, les matchs championnat, les matchs de coupe. Sur un match, tout était possible. Et sachant que Charleroi a un peu leur bête noire. Ouais, mais l'Antwerp, c'est l'Antwerp quand Ça même. reste l'Antwerp, bien sûr, et ça reste là-bas. Et- Mais je veux dire, si ils ont un objectif, c'est ça. Et après ça va être le plus vite possible d'essayer d'assurer le maintien pour Charleroi. Parce que cette année, sinon, il n'y a pas vraiment C'est déjà d'option. Ouais, C'est déjà ça, parce C'est vrai, qu'on parce qu'il y a- parle d'objectifs, mais déjà, c'est pour ça que je dis match pas après C'est match. sûr. Ça va être important pour Charleroi. Surtout que, franchement, la gestion, elle est incroyable de Mehdi, parce que depuis longtemps, on aurait mis le coach depuis dehors. Et je trouve que le problème de Charleroi... Mehdi Bayat, hein, bien sûr. Ouais, Mehdi on Bayat, rappelle. pardon. Donc, le Charleroi est malade, mais a son médecin en même temps. Donc, Felice est même est responsable de la maladie, mais aussi responsable, la personne qui peut guérir Charleroi aujourd'hui. Pour moi, à mon avis. Non, je suis d'accord. Ok. Donc, aujourd'hui, je vois pas un autre coach arriver à Charleroi. Charleroi est malade, mais leur médecin est là aussi. Mais c'est que tu as déjà un petit peu... Moi, je trouve que c'est que tu as raté un petit peu ta saison si tu penses déjà qu'une saison réussie et l'ambition de Charleroi, c'est de se maintenir. Si, là, tu vas où, là? Tu vas vers quoi? C'est quoi? C'est la décadence, en fait. Je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, de principe, Charleroi, c'est une équipe qu'il faut prendre du temps pour construire. Et Felice, c'est un mec qui prend du temps. Et on sait tous, partout où il est passé, où c'était des grands clubs, on l'a pas laissé le temps. À Charleroi, il a le temps de pouvoir construire. Et aujourd'hui, Charleroi, c'est vrai qu'ils ont raté leur saison, mais une saison, c'est long, c'est pas fini. On sait pas ce qui peut se passer, mais je pense que Charleroi, pour l'instant, doit prendre match après match. Non, moi, je pense qu'il faudrait voir un petit peu plus haut que quand même le Non, fait de jouer là. regarde les jouer, regarde encore comment ils sont peur contre Westerlo. Ils doivent jamais arriver à 2-2. Ouais. Tu vois, tu sens que c'est une équipe qui a des problèmes de gestion de fin de match. Xavier, sur Charleroi? Bah, moi, je trouve qu'ils doivent viser les playoffs 2, parce que tu vas quand même jusqu'à la 12e place sur 16, c'est quand même pas mal. Ouais. Et puis après, en playoffs, tout est possible comme toujours. Et puis on sait que, bon, c'est vrai, mais s'ils font un excellent deuxième partie de saison, les playoffs 2, celui qui les gagne, il peut potentiellement même jouer l'Europe. Donc c'est un chemin aussi quand même qui peut être intéressant comme la coupe. Mais encore le problème de Charleroi, c'est que c'est toujours l'attaque, en fait. C'est la 4e pire attaque. Ok, ils sont 11e, donc ça va plus ou moins avec le classement. Mais ils marquent Mais ils ont jamais. plus de solutions devant. Mais maintenant, hein. t'as Ouais, Ben la défense, Boily, voilà, il vient de revenir. Donc Dabax, Silla. Voilà, Ben Boily, j'espère qu'il va leur faire du bien, qu'il vient de Stunic, revenir. je crois. Voilà Ouais. aussi. Donc je pense que peut-être que ça va leur faire du bien, peut-être qu'ils vont réussir à marquer un peu plus, mais Ouais. c'est juste ça le problème en Ouais, Charleroi. je pense. Au final, ils encaissent, mais pas non plus des tonnes non plus. Ouais, je S'ils suis marquent un d'accord. petit peu plus, ça irait mieux. Au final, l'important c'est de finir dans les 12 premiers entre la 7e et la 12e place pour les playoffs 2, et puis après on verra bien. Parce que je pense pas qu'ils vont forcément jouer le maintien, je pense qu'ils vont finir 10, 11, un truc comme ça, juste Non, à la c'est limite. surtout mais voilà. assurer le maintien d'abord, avant de Ouais, pas mais jouer le je maintien. pense que ça faut devrait Charleroi. aller, toi, de manière générale. Après, on sait pas, hein. Pour l'instant, ça a l'air compliqué pour l'instant de gagner même contre leurs concurrents directs. C'est pas force aux gros qui vont prendre des points Non, spécialement. Donc, il faudra déjà battre ses concurrents directs avant de penser à autre chose que les playoffs 2. Alors, je vais te donner la parole après parce que j'ai entendu que tu n'étais pas d'accord, Ouais, Quentin, je suis pas mais il y a d'accord. quand même juste un truc qui, pour moi, change par rapport à la saison dernière. C'est qu'il y a des moments où Charleroi était capable de sublimer, des moments où tu disais, OK, cette équipe, elle peut faire une différence sur un match important, elle peut élever son niveau de jeu, elle peut gagner. Moi, je vois déjà le match à domicile, le derby wallon. Je vois très peu de zones de difficulté pour le Standard s'il sait manier son bloc bas et ça va repartir derrière en contre face à une équipe de Charleroi qui est très peu imprévisible. Quentin. 100% d'accord avec toi. Et je vais revenir sur ce que Xavier disait. Pour moi, défensivement, c'est pas le Charleroi qu'on a connu genre l'année dernière. Il y a beaucoup trop de fébrilité défensive cette année et il y a beaucoup trop d'erreurs. Ils encaissent beaucoup trop de goals. On savait qu'avant, ils avaient un Kofi qui faisait énormément d'arrêts. On avait une défense solide et tout. Cette année, je suis désolé, on retrouve pas ça. Il y a des erreurs individuelles. Il y a beaucoup de goals encaissés. On sent qu'il n'arrive pas à trouver vraiment son trio défensif. On a même Mazou qui a vu en conférence de presse, qui a laissé sous-entendre qu'il allait peut-être passer dans une défense à 4, qui ici pendant la trêve a testé lors d'un match amical cette défense à 4. C'est-à-dire que même lui, il commence à se rendre compte que cette défense à 3, elle est pas rassurante non plus. hein. Non, mais parce que tu n'as pas les éléments en termes de coffre, hein, tout simplement physique et tactiquement en termes de positionnement pour pouvoir aligner ce 3 défensif qui lui fait rêver parce que c'est un amateur du football italien. Non. Tu vois, on parlait tout à l'heure de Catenaccio d'Italie. C'est cette science du positionnement tactique, cette façon de savoir se placer, mais il n'a pas les éléments pour pouvoir le faire. D'où on est avec l'Union. Ce qu'il a fait avec l'Union, défensivement, c'était incroyable et offensivement, c'était la même chose. Il essaie de retrouver cet équilibre avec Charleroi.
t'as peut-être pas les mêmes joueurs. Pourtant, t'as pour moi, des meilleurs joueurs, entre guillemets, poste par poste. Mais après, il faut trouver la formule. Il leur manque quoi? Tu dis il faut trouver la formule, mais concrètement dans le jeu, toi aujourd'hui, demain je te mets entraîneur de Charleroi, qu'est-ce que tu changes? Je te mets directeur sportif de Charleroi, qu'est-ce que tu vas chercher dans le mercato? Mais je pense que c'est vraiment un buteur. Encore? Ouais, il faut vraiment. Mais ils en ont 4, hein? Oui, mais 4 qui butent pas. Voilà. Oui, mais. On peut ramener ça. Qu'est-ce que tu fais avec les autres dans la gestion du groupe? Oui, mais le problème, c'est un attaquant est reconnu pour ses buts. Ok. On peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, tu fais des bons. Non. À la fin, c'est comme disait Jordan, c'est but. Donc, à un moment donné, il faut marquer. C'est ça qu'on va dans l'attaquant. Oui, voilà. Aujourd'hui, non, mais on veut, moi, personnellement, un amateur de football, je demande pas ça à un attaquant que de marquer. Parce que tout le monde doit marquer. Mais aujourd'hui, une équipe malade a besoin d'un buteur. Et malheureusement, Charleroi a besoin d'un buteur. Et pourtant, Charleroi a toujours eu un mec qui marquait des buts tout le temps. Mais je n'imagine pas la difficulté que ça va être pour pouvoir l'intégrer avec toute la concurrence, parce que Ben Boili l'a ramené de National 1 parce qu'il était très bon avec les U23. Dabag commence à peine à marquer. Stunic, il a marqué quand il était titulaire. Ça veut dire que les joueurs, quand on leur laisse la possibilité d'être sur le terrain, font quand même le travail. Youssouf Silla, il est entré en cours de match, il a donné la victoire à son équipe. C'est compliqué de gérer ça. Tu vois, même humainement, pour un mec comme Felice Mazou qui est beaucoup dans le contact humain, dans la chaleur, tu vas intégrer encore un autre joueur, tu vas peut-être te mettre des gens à dos et derrière te faire taxer d'hypocrite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je suis d'accord, mais à un moment donné, tu es un noyau professionnel. Il n'y a plus le temps des sentiments. Tout le monde doit être en concurrence. Il n'y a personne qui peut être tranquille. À partir du moment où tu es tranquille dans un noyau, tu peux pas progresser. Tout le monde doit être en concurrence. Et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, aussi à Charleroi, dans le milieu aussi, sont trop tranquilles. La semaine prochaine, je vais jouer. Et ça tue un joueur, ça tue un groupe. C'est ça qui manque alors. Pour moi, je pense qu'il faut une concurrence pour tout le monde. Des joueurs au niveau équilibré pour pouvoir être concurrent et sortir du banc en vainqueur. Même s'il est capitaine, il a besoin de concurrence. Des fois, tu as l'impression qu'il joue tranquillement, tu vois. Faire son match tranquille. Il fait son match, tu vois. Des fois, j'ai l'impression qu'il est trop beau. Je suis le capitaine, tu vois. Alors qu'il remettra, je pense que dans une concurrence, lui dire que voilà, tu seras plus ce que tu étais, ça va le remettre d'aplomb. Moi, je pense qu'il faut jouer avec la concurrence. Pour moi, après, en tant que joueur de foot, je sais que c'est comme ça que je peux progresser. Comme dirait Unai Emery, la concurrence, hein. Qui va jouer, qui n'a pas eu joué. Elle est incroyable cette conférence de presse. Si vous ne l'avez jamais vue, allez la voir. Absolument un classique signé Unai Emery à l'époque. Il était entraîneur du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui manque? Quentin, forcément, on a dit un buteur du côté d'Yannick. Moi, secteur défensif. Hein. Secteur défensif. Ouais, secteur défensif. Déjà, j'aimerais bien revoir, même si ça va être un peu sur le flanc droit, mais un Nkuba. Le retour d'Nkuba, je pense que ça peut être important parce que l'année passée, il était vraiment très 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 fort. C'était vraiment un joueur qui m'a bien impressionné. À qui je passe le bonjour parce que... T'allais dire le salam, c'est pas grave. C'est sorti facilement, Yannick. Juste pour pas te couper parce que je sais que on s'est blessé, on est parti en duel ensemble et donc c'est là qu'il s'est blessé. Et ça me fait toujours de la peine parce que je me dis toujours c'est un peu à cause de moi que il est dans cette situation. Il a raté l'Euro aussi, c'est la Coupe du Monde des jeunes. L'Euro U21 effectivement en janvier 2023. Bah oui, il est de retour sur les terrains, donc il va pouvoir tout doucement reprendre sa place sur le côté droit. Je pense que ça va faire du bien aussi à Charleroi. Énormément. C'est vraiment un joueur très fort. Damien Marc, c'est le pilier de Mazou, mais on l'a vu, il le défend beaucoup. Il la défend beaucoup, même sur le goal encaissé à Malines, avec le penalty, il le défendait lui. Il a câblé plus le non-pressing des milieux de terrain que Damien Marc. Je trouve Knežević, Andréou, tu parlais de concurrence. Pour moi, il leur faut une concurrence. À Knežević, Andréou, il faut absolument une concurrence. Donc, Kofi, j'aime bien. Kofi, c'est mon gardien aussi. Il a eu un début de saison plus compliqué, un peu de nonchalance, un peu des dribbles tentés ou autres. Mais pour moi, je trouve que ça reste un très bon gardien qui a des bons arrêts réflexes, qui a aussi fait des bons arrêts ici contre Westerlo. Il faut aussi le souligner. Il doit rassurer plus. Et dont les bourdes n'ont pas été nécessairement à conséquence. À conséquence, c'est ça. Mais il faut qu'il trouve plus cette stabilité à d'abord faire son clean sheet avant d'essayer de faire le show, je trouve. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Intéressant. Donc, on a un attaquant d'un côté, un défenseur de l'autre. On espère que Mehdi Bayat nous écoute. Comme ça, il sait déjà ce qu'il doit préparer pour janvier. On a un milieu. Non, moi, c'est un attaquant, comme je te dis. Le problème, c'est que Charleroi, en fait, de base, c'était un attaquant que je trouvais pas forcément fou, mais au final, il marquait tout le temps. C'était Nicholson. Et j'ai l'impression que depuis qu'il est parti de Charleroi, ils ont pas d'attaquant qui marque.
Et à partir du moment où tu marques pas, un petit goal, tu l'encaisses toujours, surtout que fébrilement, ils sont pas forcément au top en défense. Quel type, excuse-moi, je t'attends juste 2 secondes. Quel type d'attaquant souhaiterais-tu? Un numéro 9 comme Yannick ou alors un joueur qui va tourner autour du numéro 9 pour faire la différence? Une espèce de 9 et demi. Honnêtement, tant qu'il marque, m'en fous, tu vois, Non, mais ça, Non, mais c'est important, c'est vrai que ce que je dis, parce qu'il faut voir s'il faut un pivot, vrai pivot. Non, moi, je pense peut-être un joueur peut-être un peu plus foufou, toi, un peu plus type que un vrai pivot et tout ça. Type Imo Ezekiel, quoi, pour ceux qui se souviennent. Ouais, un peu l'attaquant de l'Union. Ah oui, Mohamed Amoura. Voilà, tu peux prendre un peu la profondeur, un peu, voilà, qui est capable de... 100% moins cher, hein. Eux, ils l'ont payé 4,5 millions. Charleroi le payera 450 000. Vas-y. Voilà, ça va voir comme ça, un peu plus vif, un peu plus foufou, qui peut faire la différence sur un dribble ou autre, et pas juste un pilier devant qui dévie de la tête ou quoi. On voit que c'est le poste où il trouve pas. Mais encore une fois, Parfait Gagon est censé être cet homme-là. Isaac Mbenza est censé apporter ça. Des erreurs de casting, ça existe. De quoi? Des erreurs de casting, ça existe. Oui. Toi. Isaac, je pense que c'est juste la constance qui lui manque plus que, parce qu'il peut l'apporter, hein. Il l'a fait dans des matchs, mais je pense qu'il doit être match après match, tout le temps au même niveau. Ouais. Ça, c'est souvent difficile pour un joueur de foot. Oui, je pense qu'il doit aussi comprendre et rattraper un certain rythme parce qu'il est passé vraiment d'une période où il était là quasiment en supplément. Hein. On était clairement en supplément. Il est arrivé pour un contrat de 6 mois. Les gens croyaient en lui, mais sans vraiment croire en lui. Il a signé un premier contrat. Il a signé un deuxième contrat revalorisé. Il a vraiment maintenant une place bien affirmée dans l'équipe type de Felice Matsu. Voilà, il faut qu'il assume aussi cette responsabilité-là dans le jeu. J'en ai déjà parlé avec lui, il le sait. Voilà, il doit prendre encore ce gap-là pour pouvoir être l'homme qui fait la différence et être un peu, je dirais pas le Cristiano Ronaldo de Charleroi, mais c'est un peu ce truc-là, quoi. L'ailier gauche qui vient tout le temps. Parce qu'il a énormément d'expérience. C'est quand même un joueur qui a joué en Première Ligue. C'est un joueur qui a joué en Ligue 1. Et c'est un joueur qui un grand joueur à Charleroi. Il a les qualités pour pouvoir porter Charleroi. Et un grand Charleroi, c'est toujours un grand ailier gauche. Hein. On se rappelle Clémentin Mon, Geoffrey Mounjangibia, Habib Habibou, bien sûr, qui partait sur son côté, mais qui était un joueur plus axial. Voilà, c'est quand même habituellement un Charleroi qui fonctionne bien. C'est un Charleroi avec un ailier gauche qui est très très bon. Qui est percutant. Moi, je parlerai un petit peu aussi Antoine Bernier, qui n'est pas du tout satisfaisant. Tu l'as bien connu. Mais il a été blessé longtemps. Là, il revient tout doucement. Il a joué 2 matchs titulaires, je pense. Ah, il manque de rythme encore. Il manque de rythme. Voilà, il faut qu'il revienne, qu'il a été blessé combien de temps après quasiment 1 an. Donc, puis est-ce qu'il a la confiance qu'il doit avoir qu'il avait à Serein, par exemple. Ouais. Je sais pas s'il a la même confiance qu'il avait. Ben, tu sais, ce genre de joueur, je pense que ça marche beaucoup à la confiance. Et pourtant, Felice, c'est quelqu'un qui donne énormément de confiance aux joueurs. Donc après, je pense que c'est un manque de rythme pour moi. On verra par la suite. Place au derby bruxellois, bien sûr. Ce week-end, il y avait le Sporting d'Anderlecht face au RWDM. Et il y a donc eu une victoire in extremis du Sporting d'Anderlecht dans les arrêts de jeu avec un but signé Luis Vasquez, le buteur argentin. C'était quand même très très compliqué. La question, elle est très très simple. Mon cher Quentin, tu as vu le match, tu es très attentif à cette rencontre. Le Sporting d'Anderlecht doit-il sortir satisfait par le résultat? Oui. Parce que pour moi, un derby, ça se gagne. Ça se joue pas. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans l'émission, Anderlecht arrive toujours à prendre les 3 points. Pour le moment, ils ont toujours ce petit brin de chance, ce petit dernier geste qui fait que au final, ils prennent ces 3 points. Et au final, regarde où ils sont au classement. Ils sont en train de se rapprocher de l'Union et tout. Donc oui, c'est satisfaisant de gagner un derby. Ils l'ont quand même mérité parce qu'ils ont quand même largement dominé cette rencontre. Donc au final, c'est les 3 points qui comptent et ils les ont. Tu commençais à peine ta phrase, Yannick rigolait déjà. Oui, parce que il dit à derby, ça se gagne vrai. Ils ont joué 15 minutes Anderlecht. Ils ont joué 15 minutes en vrai. Pendant le penalty, après le penalty, c'est là qu'Anderlecht a vraiment été dangereux. Au début du match quand même, hein. De Fournier qui fait bien sûr, après, c'est un match, mais je veux dire, je m'attendais à Anderlecht qui domine du début à la fin, comme par exemple l'Union. T'as pas Torgen, t'as Dolberg qui se blesse. Ah, mais ça reste Anderlecht quand même. Ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais ils ont quand même des éléments. WDM, c'est une équipe à la base qui vient de Challenger Pro League, tu vois. Et à part ce penalty, bon, il tombe malheureusement. Il y a penalty malheureusement, mais pour moi, Anderlecht joue 15 minutes, pratiquement. Et après, c'est ça les grandes équipes. Tu parlais du but de Vasquez, mais tu as vu la passe de Vertonghen, magnifique. Tu vois, vous êtes toujours à la conclusion, jamais. Jamais. C'est vrai, la passe est exceptionnelle. La passe, elle est exceptionnelle. Même toi, tu viens, tu places la tête. Ouais, c'est possible. Hein. On va appeler le coup d'Agüero de Momal, hein, je le rappelle. Momal est l'équipe de P3. Mais bien sûr, je l'aurais fait, il n'y a pas de problème. Non, mais ce qui est tout à fait vrai, c'est que Jan Vertonghen a des qualités offensives qu'il ne faut pas oublier et qu'à la base, le mec était formé quand même comme numéro 6 à l'Ajax Amsterdam. Hein. Donc il a quand même cette possibilité-là. Il a joué longtemps latéral gauche du côté de Tottenham avant de se
défenseur placé côté gauche, enfin en centrale, pardon, à côté de Toby Alderweireld. Et ça, on l'a vu sur l'action. On voit qu'il voit qu'il y a il y a tout le monde au milieu et on voit que lui-même le sent et avec l'expérience, il s'écarte et c'est ce qui fait toute la différence. Après, la qualité de centre, elle est magnifique. Hein. Bah, il peut faire la même chose à l'Euro. Je serais le premier à être je dirais à m'excuser. Voilà, je m'excuserai. Non, mais allez plus sérieusement, Xavier, ce match, il pouvait pas passer à côté. Le Sporting d'Anderlecht l'a fait individuellement. À un moment donné, on sentait que le RWDM allait craquer. Ouais, clairement. Après, ça reste Anderlecht, comme l'a dit Yannick, donc ils sont obligés normalement de gagner ce match-là, mais ça reste un derby, donc c'est toujours chaud. T'es mené sur une contre-attaque, donc t'as toujours un petit peu peur après d'en reprendre une deuxième aussi. C'est peut-être ça qui a joué un petit peu dans les têtes. Mais après, ça reste Anderlecht, ils ont dominé le match, ils ont 74% de possession, je crois 25 tirs. De Fourni, il fait peut-être le match de sa vie, entre guillemets, il fait plein d'arrêts. Et puis après, Torgan Hazard qui est pas là, ça change quand même tout un effectif, parce que c'est quand même un pion très très important. T'as Dolberg qui marque tout le temps, après 35 minutes, il se blesse, donc ton animation change un petit peu, parce que Vasquez, il est pas forcément en confiance non plus, il joue très très peu. T'as quand même pas mal de faits qui font qu'Anderlecht a galéré un peu plus. Mais sinon, au final, ils prennent les 3 points et c'est le plus important, quoi. Mais c'est là qu'on est en train de revoir un Sporting d'Anderlecht comme on l'aime, en fait. Dominant, dominateur dans le jeu, impérial, souverain, qui fait plier son adversaire et qui vient clairement, je veux dire, la tactique, c'était, on attend le Sporting et on repart très rapidement. Ça a très bien fonctionné en première période avec, je crois que c'est 8 secondes, la contre-attaque qui a mené au but de Xavier Mercier. Mais, après, on est obligé de défendre, on recule, et plus on recule bas, à un moment donné, comme on dit à Liège, c'est caisse. Tu vois, même sur la contre-attaque, je sais pas si tu te rappelles du but, tu l'as vu le but? C'est un beau but, d'ailleurs. C'est incroyable. Rennes Adélaïde, ce qu'il fait sur c'est magnifique. Tout joueur, 85% des joueurs te dégagent la balle devant. 100%, on s'en fout de qu'est-ce qui se passe. Mais il contrôle, il met un crochet, il dépose. La contre-attaque, elle est magnifique, à montrer dans toutes les écoles de foot. Non, mais tu peux continuer ton action. Enfin, ce que tu expliques sur l'action. Le petit ballon léché pour aller servir dans la course, dans la foulée de Chouto Abbé pour la remise derrière avec ce but de Mercier. Xavier, Mercier, elle est magnifique. Et après, la finition, c'est normal. Le mec, il a une bonne finition. Mais l'action, incroyable. De toute façon, il pouvait pas mieux la mettre. Hein. Le poteau rentrant, là, on a beaucoup critiqué Schmeichel, mais là-dessus, il peut rien faire. Hein, non, il peut rien faire. Quentin? Non, c'est trop, il est à contre-pied. Ouais, à contre-pied, mais je sais pas, essaye, fais pas le mouvement que tu penses qu'elle va dehors. Non, mais c'est au sol, il peut pas. Parce que non, mais lui, quand il fait comme ça, genre, elle va dehors. Non, je sais pas, s'il te plaît, fais quelque chose, quoi. Je sais pas. Vraiment, ça, c'est le mouvement d'une victime. Mais oh non, elle est dehors. Après, il voit qu'elle est dedans. Mais je fais pas, fais au moins un geste, essaie de la prendre, je sais pas, fais quelque chose, je trouve. Non, mais c'est vrai. Mais ceci dit, j'y ai pas pensé, mais c'est tout à fait vrai. Le mec est là en mode, c'est bon, ça sort, chef. C'est ça, quoi, s'il te plaît. Il y a aucun professionnalisme dans sa gestuelle, quoi. Bah, on rappellera que Schmeichel ne s'entraîne pas quand il a pas envie de s'entraîner. C'est quand même le seul gardien de Jupiler Pro League, qui peut faire ça. Après, il a le coach avec lui aussi. C'est différent. Et il a le directeur sportif, le CIO avec lui. Voilà. Et attention qu'il y a des bruits de couloir, que ce serait peut-être même plus lui qui jouerait, parce qu'au Danemark, ça commence aussi un peu, parce qu'avec le goal de Price qu'il met, il était fort critiqué pour ce goal encaissé. Donc, au Danemark, ça commence un peu à... Alors, on replace, bien sûr, il y avait un match entre le Danemark et l'Irlande du Nord. Isaac Price, le joueur du Standard, a marqué contre Kasper Schmeichel. Pour les gens qui, évidemment, n'ont pas suivi, mon cher Quentin, c'est important de le dire. Mais il est critiqué. Et t'as le gardien de Villarreal, Jorgensen, qui est danois et tout. Il y a quand même d'autres gardiens qui sont derrière lui, qui, pour moi, je pense, quand même... Après, il y a le nom aussi. C'est pour ça. Voilà. Mais attention. Mais c'est intéressant, effectivement. Le Sporting d'Anderlecht qui, en fait, j'ai un peu l'impression, jouit du fait d'avoir une semaine pour préparer sa rencontre. Pas de stress lié à la Coupe d'Europe, pas beaucoup de blessés non plus quand les blessés, entre guillemets, sont absents. Il y a des éléments pour les remplacer, mais pas trop d'urgence. On rappelle qu'on a quand même Amouzou qui est sur le flanc et s'est fait opérer suite à sa pubalgie. Il y a également Kasper Dolberg maintenant qui est blessé. Voilà, il y a des possibilités sur le banc et des jeunes. Il s'est rentré avec le groupe. On en parlera dans Crack la fraude parce que j'ai un petit nom à vous sortir par rapport au Sporting. Non, mais ils ont un très beau noyau Anderlecht en tout cas. Et des très bons jeunes et il y a Rivers Caron qui revient dans le groupe. Et ça, ce sera évidemment important. On en reparlera bien sûr. Qui a joué contre Zult et qui a été d'ores et déjà décisif effectivement. Et ils ont battu. Oui, évidemment. Ça, c'est évident. On va parler maintenant de la Belgique, les amis. On s'attarde sur un débat qui est plus un débat de fond qu'un débat d'actualité. L'énigme Youri Tielemans. Alors,
Évidemment, il était très bon ce week-end avec Aston Villa dans une position de numéro 10. Derrière ces deux pare-chocs que sont Douglas Luiz et Boubacar Kamara, il a donné en partie, grâce à sa passe décisive sur le but de Watkins, la victoire aux Villains face à Tottenham. Mais par contre, il est très moyen avec la Belgique. Alors la question, elle est très simple. Qu'est-ce qu'on fait avec le natif de Sint-Pietersleeuwen, mon cher Yannick? Tu me poses des problèmes parce que oui. c'est un chouchou. Ah. C'est un joueur que j'aime beaucoup depuis qu'il a commencé. Pour moi, je comprends pas spécialement le traitement qu'il a avec les Diables Rouges, mais bon, comme c'est l'équipe nationale, c'est très compliqué, il faut être à haut niveau. J'ai vu des Romulus faire critiquer avec l'équipe nationale, donc c'est pas lui qui va manquer la critique, mais aujourd'hui, quand tu vois un mec comme Tielemans qui a autant de critiques, Witsel a eu moins de critiques que Tielemans, alors que je trouve que tu me diras que Witsel a apporté un peu plus que Tielemans, mais aujourd'hui, Tielemans, je pense que c'est pas un joueur qui arrive à vivre avec la concurrence. C'est vraiment ça son problème en équipe nationale, je pense. C'est vraiment la concurrence. Je pense qu'il n'arrive pas. Après, Yannick, c'est pas pour faire l'avocat du diable, mais honnêtement, il y a des moments où on sentait qu'il n'avait plus envie. Je pense pas. Tu peux pas ne pas avoir envie. C'est l'équipe nationale. Tu peux pas ne pas avoir envie, c'est impossible. Il y a quand même un regain à un moment donné de Tielemans quand il est en première ligue avec sous Unai Emery et Tielemans quand il est avec les Diables Rouges. Je veux dire, il y a une chose qui, moi, excuse-moi, je me permets de le dire parce que ça m'a vraiment heurté et je me suis fait allumer derrière parce que je lui ai pas mis la meilleure des notes sur son match Belgique-Serbie, mais je vais le dire parce que c'est mon émission et parce que je fais ce que je veux. mais honnêtement, on ne met pas derrière, quand on fait sortir, donc il a le ballon au pied, le ballon sort, il pense qu'il fait une passe à Jérémy Doku qui est en train de s'échauffer, et derrière il rigole le mec. Je suis désolé, mais quand t'es leader de la Belgique, quand t'es complètement motivé et quand t'es concentré, tu fais pas ça, hein. Et tu rigoles pas derrière, c'est un manque de respect, hein. Moi, je trouve que c'est un manque de respect à tes coéquipiers et c'est un manque de respect aux gens qui regardent l'équipe nationale. C'est pas bien ce qu'il a fait. Après, il faut voir comment tu interprètes le rire. Peut-être c'est un rire nerveux, peut-être aussi il s'est dit j'ai foiré ma passe en fait, tu vois. Ça arrive des fois, tu dis oh putain, j'ai fait n'importe quoi. Et tu rigoles tout seul, mais je pense pas que ça soit un manque d'envie. Franchement, personnellement, quand tu vas en équipe nationale, tu peux pas avoir manque d'envie parce que pas de nonchalance alors de ton côté. Non, parce que il y a combien de joueurs qui veulent venir en équipe nationale et toi tu as la chance de pouvoir être là. En plus de ça, tu joues pas en club, mais tu es quand même là. Donc il y a un statut à respecter. Je pense que c'est compliqué aussi. Regarde aujourd'hui la nouvelle génération, on calcule même plus Tielemans dans la nouvelle équipe. T'as Aurel Mangala qui est en place. Je suis pas spécialement fan de, on appelle le joueur d'Everton. Je suis pas spécialement fan, tu vois, mais aujourd'hui c'est un nouveau crack. Donc je suis pas spécialement fan, mais il est en place. Donc il y a plus vraiment de place pour Tielemans. Et je pense que ça tu le ressens. C'est un garçon qui a besoin de beaucoup d'amour et de beaucoup de confiance entre guillemets pour pouvoir jouer. Après, pour nuancer un petit peu mon propos, je le disais, je l'ai trouvé excellent quand il a deux véritables pare-chocs, un vrai numéro 8 qui fait le travail défensif, un vrai numéro 6 derrière. Seulement à cette position-là, Quentin, je suis désolé, il y a une concurrence qui est plus forte que lui, qui est Kevin De Bruyne en l'occurrence. Exactement, ça c'est sûr. Moi j'aimerais bien le voir partir une fois dans un autre championnat que l'Angleterre, parce qu'ici il a fait Leicester, Aston Villa, j'aimerais bien voir ce qu'il va donner en Liga, mais voir sa qualité de passe qui est vraiment bonne. Il doit retrouver la confiance, parce que c'est un joueur qui sous confiance peut être très très bon, mais maintenant la confiance, faut aussi aller la chercher. Faut aussi faire les gestes pour, comme tu disais, faire les mouvements pour, faut avoir cette motivation, le mental. Et le mental, je pense que c'est là que c'est compliqué. C'est bloc là. Donc on est d'accord sur cette histoire de mental à un moment donné. Tu nous rejoins là-dessus. Mais en fait, ça dépend de qu'est-ce que tu entends par mental, toi, par exemple. Le mental, tout, c'est ça, le fait de vouloir se mouiller le maillot, vouloir tout donner. Il fait pas le geste qu'il faut. Voilà, tu vois, c'est pas un mec qui va se faire mal plus que, parce qu'il a énormément de qualité, tu vois. C'est ça, il va se contenter du strict minimum. Il veut jouer dans son fauteuil, quoi, tu vois. Voilà, tu vois, c'est ça le problème un peu, tu vois, c'est quand je vois il se fait pas violence. Tu vois, je suis pas, par exemple. Moi, ça me convient pas, un joueur comme ça, je suis désolé. Non, mais toi, par exemple, toi, un Onana, ça te convient. Mais bien sûr. Tu vois, pourquoi? Parce que c'est la Grinta, c'est, tu vois, mais c'est Simeone. Voilà, tu vois, c'est l'Atlético. Grinta et sangre. L'utilismo. Oui. Non, mais tu vois, moi, par exemple, c'est vraiment, tu vois, si je dois jouer une équipe en équipe nationale, tu vois, je mettrais par exemple Aurel, Tielemans et De Bruyne devant eux, tu vois. Et tu mets pas Amadou? Non, parce que c'est beaucoup la grinta. Tu vois, par exemple, quand il prend rouge, c'est beaucoup la grinta. Ouais, c'est beaucoup la grinta, c'est beaucoup de...
Tu penses que techniquement, c'est pas assez propre, il est pas... Si, bien sûr. Ah. Tu joues pas à Everton sans être bon techniquement, mais je veux dire, c'est pas ceux qui sont en place. Tu vois. Ok, Et d'accord. Par exemple, je vais aller plus bas. Matazo, il est beaucoup plus fort que lui. Ah, tu penses que Matazo est plus Je fort pense pas, qu'Amadou Onana? Je te le dis. Ok, on arrête le conducteur, on débat là-dessus. Donc, Elliot Matazo est plus fort qu'Amadou Onana. Je dis ça parce qu'en même temps, c'est mon petit, mais quand même, il est quand même plus fort que moi, tu vois. Elliot Matazo qui sera présent dans Wait and See, une séquence spéciale transfert. Mais ça n'a rien à voir. Mais Voilà. ceci dit, franchement, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que pour moi, quand il a un besoin défensif dans l'impact, etc., il ne sait pas faire le repli. C'est très compliqué et à chaque fois, il se fait prendre dans son dos et on voit qu'il n'est pas fait pour une position où il doit clairement aller harceler le milieu de terrain. Il doit jouer dans un fauteuil. C'est-à-dire qu'on doit vraiment le mettre... passe, il doit mettre le caviar. C'est un vieux numéro 10, en fait, Tielemans. Exactement. À l'ancienne, en 90, des années 90, 95. Et c'est ça, en fait. T'abuses. Mais non, c'est ça. C'est ça. On le met dans son fauteuil et le mec, il pense que c'est pas le football moderne, mon Non, pote. c'est pas le football moderne. C'est pas ce que demande Domenico Tedesco, mon pote. Non. Mais c'est pour ça que, par exemple, un mec comme Aurel, qui va chercher dans les pieds, Ouais. Voilà. et qui, tu vois, qui... Ça. La caillasse, Aurel. Ouais. Aurel, c'est la caillasse. Mais oui, mais le truc, c'est quoi? C'est que c'est NRP, oui, même formation, mais c'est pas les mêmes qualités. Tu vois, il dit, il veut le voir dans un autre championnat. Pourquoi? Parce que Aurel, par exemple, il vient de la Bundesliga et on va chercher dans les pieds. ça. On n'a pas le temps d'attendre, tu vois. Et en première ligue, il y a beaucoup de positionnement, ça part d'un côté à l'autre. Mais là, pour moi, Yuri, aujourd'hui, ça va être compliqué de continuer avec l'équipe nationale. Mais je pense que effectivement, tu as tout à fait raison. Xavier, on t'a pas entendu là-dessus. Bah, Quel est ton en fait, avis? Moi, je suis d'accord avec Tillman. Je trouve que le problème, c'est qu'il veut pas assez défendre, entre guillemets. Il veut pas assez faire son travail, pas assez de grinta. Il est bon dans un milieu à 3, parce qu'en fait, à 3, t'es à 3 à travailler, et pas juste à 2. Au final, vu que lui, il veut pas trop travailler, jouer dans son fauteuil, t'en as un tout seul à côté qui doit tout faire, vu que Tillman, il travaille un petit peu moins, et c'est ça qui va pas, en fait. Ouais. Si en équipe nationale, tu joues à 3 dans l'entrejeu, il aurait sa place, plus sa place, tu vois. Mais le souci, c'est que tu joues à 2, t'es obligé il doit plus travailler, il a pas forcément envie, et c'est ça le problème. Et à ce niveau-là, quand tu l'as dit, aujourd'hui, enfin, ce week-end, il a joué avec 2 derrière lui. C'est ça qui fait qu'il est plus performant. Exactement. Parce que derrière lui, tu as 2 personnes qui assurent le boulot. Et lui, il peut juste se concentrer sur sa dernière passe, ses frappes de loin ou autre, qui étaient vraiment merveilleuses quand il était Anderlecht, toi. Mais s'il doit vraiment travailler défensivement, faire le boulot, soit il n'a pas envie, soit il n'est pas capable de le faire, je sais pas. Mais entre jeux à 2, lui, ça va pas. Mais effectivement, j'ai un peu l'impression que le football un peu espagnol, technique, qui a été mis en place avec beaucoup d'intensité, mais qui justement l'éloigne un peu des zones de des zones de devoir, on appelle ça, hein, le travail physique, etc. Le met dans les meilleures conditions. Et la passe décisive, elle est absolument magnifique pour Watkins. Il est capable de faire ça. Il est beau à voir jouer. C'est un joueur léché. C'est bien, mais quand il est trop mis sous pression, on voit que généralement il retombe dans, pour moi, ce qui est des travers, la passe en retrait. Oh, la passe en retrait, le FC passe en retrait, quoi. Non, mais franchement, mais c'est compliqué. Non, mais moi, la passe en retrait, je peux plus l'avoir, quoi. Depuis Roberto Martinez, j'ai mis tout le monde dans le même placard, je les ai tous enfermés. Lucas Biglia, Axel Witsel, Moussa Dembélé, tous, je les ai tous mis dans la FC passe en retrait. Pas Moussa Dembélé. Non, Moussa Dembélé, avec Tottenham, c'est pas le même joueur qu'avec la Belgique. Oui, hein. mais est-ce qu'on l'a laissé le temps? Mais tu sais, par exemple, un Yuri, malheureusement, il a plus joué que Moussa, mais il va être dans le même registre Moussa, par exemple, parce que il y a tellement de concurrence aujourd'hui. Il les prenait plus d'ampleur dans le jeu. Il y a plus d'épaisseur. Mais en équipe nationale, non. Non, il n'était pas capable. C'était très compliqué Tu peux pas pour me lui. dire qu'il le faisait en première ligue, pas être capable de le faire en A. Parce que le système n'était pas le même. Peut-être, mais aujourd'hui, le système permet pas à Tielemans de briller. Tout à fait. Parce que c'est pas un système fait pour lui, parce qu'il a fait son temps en équipe nationale, et c'est pas le football de Domenico Tedesco, qui effectivement a opté pour le football moderne, c'est-à-dire le Gegenpressing. Voilà. Et c'est allemand. L'école Leipzig. Voilà, mais c'est tout le temps sous pression. Ouais. Et Tielemans, c'est pas son jeu. Tu vois? Ouais. Moi, je pense qu'il peut entrer en cours de match, il peut être très intéressant, Yuri Tielemans. Je pense qu'il peut apporter un peu de fraîcheur à cette équipe quand elle en a besoin, sur des passes longues, il peut apporter dans les moments où la Belgique est déjà dans une situation de gestion de match. Là, il est extrêmement intéressant. Mais regarde les changements de Tedesco, c'est toujours pratiquement les mêmes. Où il change ses flancs, c'est toujours qu'il commence par ses flancs. Hein. Il commence par ses flancs, Dodji et Bakayoko, il les change, ou bien il fait à gauche. Mais dans le milieu, c'est rare que... Allez, Aurel, il sort souvent. Mais c'est rare, je pense même pas qu'il pense à Tielemans, pour moi. Il le prend peut-être maintenant par respect pour le joueur qu'il était, mais il pense pas réellement à Tielemans en tant que joueur titulaire. Absolument. Il faut voir comment Tielemans va réagir à ça aussi.
Et je pense qu'il doit réagir de la meilleure des manières. Il porte le maillot de la Belgique, il doit en être fier. Oui, mais et il doit avoir une problème mentalité. que ça a fait pendant la Coupe du Monde. Bien Ceux qui sûr. n'ont pas joué, qui avaient un statut, qui pouvaient pas jouer, qu'on voulait plus qu'ils jouent. Tu vois. À un moment donné, ça pose des problèmes. Mais il est dans cette génération intermédiaire. C'est pas vraiment lui qui était le porte-étendard de la génération 2018. Il devait assumer un flambeau qu'il n'a jamais réussi à assumer. On se rappelle évidemment de la façon dont il s'est fait chicoter par Alphonso Davies à la Coupe du Monde 2022. Il est toujours sur le terrain au Qatar, là, au moment où on se parle. Et c'est la vérité, Quentin, tu peux dire ce que tu veux. Et puis, non, cette glissade, je suis désolé, mais là, j'ai l'image en tête, c'était très violent, vraiment. Et puis, évidemment, la façon dont il s'est fait avoir, là, sur le crochet de Insigné. Ça, c'est évidemment, c'est tueur. Moi, c'est des images. Ça passe pas. Ça passe pas comme dire qu'Eliot Matadzo est plus fort que Madonna dans cette émission. C'était pour te dire que le joueur n'est pas spécialement ta tasse de thé. Voilà, tu prendras du café en général le matin. On va dire que voilà, c'est ça, avec du sucre. Voilà. Mais franchement, non, sans te mentir, ça va pas être facile pour lui. Mais aujourd'hui, la Belgique a déjà son équipe. Même pour l'Euro, celui qui va se blesser. Tu vas me la donner? Non, mais je pense que Courtois, Wout face, Vertonghen, Castagne à droite, à gauche Théâtre, et donc dans le milieu de terrain Mangala, Onana, et De Bruyne avec Doku, Lukaku, et donc Bakayoko, ça nous permet de faire la transition. Attention à Dodi. Arrêtez de condamner On y va. Prépare tes arguments, on y va, c'est parti. 4 buts inscrits, 12 passes décisives délivrées, toutes compétitions confondues. Johan Bakayoko flambe avec le PSV Eindhoven, un but marqué toutes les 407 minutes de jeu depuis le début de saison. C'est sa première vraie saison en tant que titulaire. Il faut le rappeler, a-t-il d'ores et déjà gagné son duel à distance face à Dodi Lukebakio, Yannick? On y est. Je commence, c'est moi qui commence? Ah oui. Moi, je dirais non. Parce que on connaît le championnat hollandais. Il est ouvert pour les flancs. Dodi, il est quand même en Liga. Et il est à Séville. Il y a une concurrence qui est monstre. Et regarde le parcours de Dodi pour arriver jusqu'à Séville. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, il est à Séville. Il joue de temps en temps. Et pour moi, il est en Liga. C'est pas un championnat hollandais où c'est ouvert aux attaquants, tu vois. Aujourd'hui, ses stats sont bien, pas mal. Mais pour moi, Dodi est titulaire à droite. Dans un premier temps. Bakayoko est l'avenir, mais Dodi, dans un premier temps, c'est son moment à lui de pouvoir profiter. En plus, le coach le kiffe vraiment. Il l'adore, ouais. Donc, pour moi, c'est un bon remplaçant. Des fois, c'est pas mal aussi. Hein. Ok. Bon, je suis pas d'accord avec toi. Je vais le dire clairement. Après, comme je te dis, je pense que Bakayoko montre 6 fois plus que Dodi Lukebakio toutes les semaines avec Séville. Mais par contre, là où je suis d'accord, c'est ce que j'allais dire. Il a marqué, chaque fois la différence entre l'équipe nationale et le club. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, on parle de l'équipe nationale de Belgique. Dodi apporte plus que Bakayoko. Voilà. Il va y avoir un petit duel aussi de clubs. Séville et PSV sont dans le même groupe en Ligue des Champions. Voilà. Si le PSV Eindhoven va en 8e de finale et que Dodi Lukebakio reste ou en Europa ou alors termine la Ligue des Champions. Je pense qu'il y a des choses qui vont se jouer aussi là. Oui, mais là tu pars en club, mais en équipe nationale, toi en tant que Tedesco, tu vas mettre qui a plus je mettrais Lukebakio parce que la magie qu'il a fait en Autriche, pour moi c'est exceptionnel. Le match face à la Suède, qui sont les 2 matchs les plus importants du groupe, il a été le meilleur joueur de son équipe. Donc oui, effectivement, partant de ton principe, oui. J'ai gagné le débat. Non, mais t'as gagné le débat parce que je te donne raison. C'est moi qui te le donne le débat. Justement. Mais voilà. Mais c'est toi l'arbitre. Mais oui. Alors, j'ai gagné le débat. Carton jaune, monsieur. Restez sur le flanc. Maintenant, il doit reprendre de la confiance en championnat, je trouve, parce que ça fait quand même 2 mois quand il est titulaire, il a plus marqué. Et ça fait quand même mal, je trouve, pour un élément offensif, pour Lukebakio. Ok. Donc, déjà regardé 2 mois qu'il a quand même enchaîné pas mal de titularisations et 0 goal. Donc, ça fait mal. Il a été décisif ici en sortie de banc. Donc ça, c'était bien. Mais il va falloir... Il était décisif, qu'est-ce qu'il a fait? C'était face à la Sociedad, hein, c'est ça? C'était il y a pas longtemps. Mais je trouve que si justement il prétend à une place de titulaire en équipe nationale belge, il faut qu'il montre à Séville que quand il est titulaire, il sait être décisif. Parce que si justement il est décisif quand en sortie de banc, Tedesco il va aussi se dire mais il est peut-être meilleur en sortie de banc. Donc mais c'est ça qu'il doit avoir ses stats. C'est important aussi pour un attaquant. Ça vient la confiance, ça vient au stade. Il doit avoir des stats en étant titulaire à Séville. Oui, maintenant, c'est vrai qu'il joue pas dans le même championnat que Bakayoko, parce que je suis sûr qu'un Lukebakio, il se le met au PSV, là il régale, quoi. Donc, c'est ça aussi, c'est 2 poids 2 mesures, mais des petites stats à Séville. C'est l'a fait. Ouais, c'est trop facile pour lui. Mais c'est déjà trop facile aussi partout. C'est juste un phénomène, en fait. Oui, mais je suis d'accord, mais regarde ce qu'il a fait quand même pour un milieu de terrain
aux Pays-Bas, tu vois. Ouais. Maintenant, en Bundesliga, il continue à avoir des stats. Ouais, c'est ça qui est important. voilà, tu vois. C'est vrai, effectivement. Bon, d'accord, mais bon, Yohan est quand même incroyable. Non, mais en fait, ce petit, moi, ce qui m'impressionne chez Yohan Bakayoko, on rappelle, il n'a que 20 ans, c'est sa justesse technique, sa capacité à être très juste. Parfois, ce qu'on pouvait reprocher, notamment au mec qui va lui faire face, très certainement chez les Diables Rouges, c'est-à-dire Jérémy Doku, c'est que Doku, quand il prenait le ballon, quand il était plus jeune, c'était parfois très loin dans le contrôle de balle. Il faisait des contrôles à 2-3 mètres. C'était très compliqué pour lui. Il est tellement juste, Yohan Bakayoko à 20 ans. Je suis d'accord avec toi, mais regarde ce que je te dis. Des fois, il faut monter. Regarde, qu'est-ce qu'on a retenu de Doku quand il nous a choqué exactement? C'était où Doku qui nous a choqué? Mondial. Belgique, Italie, Euro 2020, quart de finale. La Belgique perd. Tu vois quand il monte? Tu vois la différence? On s'est dit, Eden Hazard, ça va être fini. Tu vois ce que je veux dire? Et là, à ce moment-là, on a su que Eden Hazard, ça allait être fini. Parce qu'il est monté, il nous a porté, on a perdu, mais on a senti que, waouh, il y avait un truc. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on a Dodi, il faut ramener Bakayoko après, tu vois, pour sentir les 20 dernières minutes. Ah ouais, il ramène un truc, tu vois. Il peut pas commencer un match aujourd'hui en équipe nationale. Pour moi, chaque fois que je l'ai vu commencer, c'était pas la même chose que quand il rentre. Quand il rentre, il met le feu, le garçon. Et des fois, il faut attendre son moment. Je pense que pour l'instant, c'est Dodi. Et lui rentrer de temps en temps. Ouais. Pour moi, je pense, parce que aujourd'hui, quand on voit un mec comme Doku, quand il touche le ballon, mais tu as accroché à gauche, c'est condamné. Voilà, tu vois, mais non, mais avant que ça soit condamné, tu te rappelles, on l'a dit que c'était un monsieur tout droit. Ouais, c'est ça. Pas longtemps, là, on l'a dit monsieur tout droit. Les émissions que tu écoutes et dont tu es très fidèle, d'ailleurs. Non, je l'écoute pas. Jérôme Rotem, mon loulou. Non, en tout cas, moi, je t'embrasse pas. Ça, comme ça, tu sais. Tu dis des conneries, mais. Cette émission est folle. Ouais, mais je peux te dire, ils ont dit qu'il était tout droit. Aujourd'hui, quand il touche ta balle, je te jure, je regarde City, je regarde Doku. Je te jure, je regarde. Aujourd'hui, nous, Belges, quand on regarde City, on regarde Doku. Avant, on regardait De Bruyne. Non, ça va. Maintenant, on regarde Doku. Et après, on va regarder De Bruyne et Doku. Et là, ça peut être beau. Voilà, c'est ça. À moins que De Bruyne se retrouve à Nasser avant. Mais on verra dans tout ça. Ça, c'est une autre histoire, effectivement. Mais non, mais c'est intéressant de voir. Peut-être que Yohan Bakayoko perd également des points sur ce qui s'est passé. Et c'est pas du tout à cause de lui. Lors de la mi-temps du match Belgique-Suède. Parce qu'il n'était pas bon. C'est lui qui perd la balle sur le but, qui mène au premier but face à la Suède. Il a essayé de le relancer. On l'a senti face à l'Azerbaïdjan. Mais il doit encore se jouer. Il doit prendre aussi la confiance dont il a besoin. Et puis, même d'une manière générale, tu as tout à fait raison. Il est dans un niveau qui est inférieur pour le moment à celui de Jérémy Doku. Il est dans une gamme en dessous. Par contre, quand franchement, avec le PSV, quand il doit hausser son niveau en Ligue des Champions, à chaque fois, c'est le meilleur joueur de son équipe, quoi. Face à Lens, à l'aller, il est le meilleur joueur de son équipe, c'est lui qui marque le but. La passe décisive pour le but de Luc de Jong face à Lens au retour, c'est également lui qui la sert. Donc, voilà, c'est quand même un joueur qui s'est élevé son niveau dans les moments importants. Mais Dodi, aujourd'hui, c'est l'expérience. Qui est meilleur que lui? Il y a personne. Au PSV? Non, personne n'est meilleur. Si, peut-être Lozano dans certains impacts, un peu Noah Lang, mais vraiment sur Noah Lang, non. En termes de potentiel, il n'y a pas meilleur, c'est sûr et certain, tu vois. Il y a Saïbari aussi qui est très très bon, le Marocain. Je pense qu'il joue plus dans l'axe de son équipe. Ouais, qui est plus un milieu de terrain, effectivement, un joueur d'équipe. Un joueur de son équipe, je pense, aujourd'hui, donc. Donc tu démarres avec Luke Bakio titulaire? Ouais, sans hésitation. D'accord? Ouais, parce que, mais, ici, la route peut encore être longue jusqu'à l'Euro. Donc, des petites stats en championnat avec Séville, mais sinon, Luke Bakio, pour le moment, est devant dans hiérarchie. C'est là où je pense qu'avec l'entraîneur actuel de Séville, ça va être plus compliqué, mais bon, on verra. Xavier? Moi, je garderais Dodi aussi, juste, au moins pour son expérience. Ça fait quand même 10 saisons qu'il joue en pro, un truc comme ça. Dans les grands tournois, tu as besoin d'expérience, sans manquer de respect. Comme tu l'as dit, Bakayoko, il était bon contre Lens, tout ça, sans manquer de respect. Jouer contre Lens en Ligue des Champions, ou jouer une Coupe du Monde face à une grande nation, c'est pas la même chose. Mais Luke Bakio n'a jamais joué une Coupe du Monde face à une grande nation. Non, mais justement, mais tu dis que, oui, Bakayoko, il est bon face à Lens, il a été décisif et tout ça, mais une prestation face à Lens, sans manquer de respect à Lens, c'est pas la même chose que avoir mettre un match. Doublé face à l'Autriche en Autriche, ça vaut plus que de, c'est ça que tu veux dire. Bakio, il a quand même 10 saisons en pro, déjà, maintenant, il est plus tout jeune. Il a l'expérience des années, il a fait quand même pas mal d'équipes à gauche, à droite, des grands championnats. Il a de la bouteille pour mieux gérer un grand tournoi qu'un jeune de 20 ans. C'est ça que je veux dire. D'accord, ok. Effectivement, ton argument s'entend. C'est donc une défaite par KO de Sacha Tavolieri. Gagné. Et puis, le Cédric Doumbé belge a gagné. 9 secondes. Sans finir aussi, c'est que Bakayoko joue pratiquement tout le temps pour Romelu. Il fait pas les choix des fois qui sont faisés à lui. Dodi,
Bah, s'il doit frapper, il va frapper, tu vois. Et tu vois, Romelu prend beaucoup de place devant. Il leur demande tous les ballons, il veut tous les ballons. On ne sait plus si c'est Messi ou c'est Romelu, mais il veut tous les ballons devant. Et Dodji, si c'est frappé, il frappe. Et ça, Bakayoko, il l'a pas. Il va essayer de mettre bien Romelu dans n'importe quelle position. Voilà, je te dis très simplement qu'en plus cette émission sera regardée par l'entourage de Yann Bakayoko qui était au courant que nous allions parler de ça. Donc tu vas encore te faire des amis, Yannick. C'est pas pour, mais après, c'est pour ton après-carrière. C'est un très bon jeune, c'est un très bon jeune. Et ça, je ne l'enlève pas. Mais pour le moment, Dodji est en place. Et pour moi, Dodji doit jouer. Et il faut être honnête avec le groupe, il faut être honnête avec tout le monde. Dodji doit commencer le match. Après, au fur et à mesure, comme il a dit, on n'est pas encore arrivé là. Tedesco fera ses choix, mais pour l'instant, dans ce que je vois, ce qu'on a vu tous, Dodji doit commencer. Eh ben, c'est très bien. Après ces débats enflammés, place à parole de supporters et on va rentrer dans le vif du sujet, là où justement Quentin va venir s'empaler avec Xavier. Nous parlons du Standard de Liège, évidemment, et la victoire du Standard 1-0. On vous a posé la question sur X ou sur Twitter, vous appelez ça comme vous voulez. Tout simplement, la victoire du Standard de Liège face au KRC Genk. En un mot, pour vous, c'était... Alors, on a différents mots et vous allez me dire très simplement, messieurs, si vous êtes d'accord ou pas avec l'avis de des tutos, des réactions. Régis Warmont nous dit courageux. Jordan nous dit c'était Noubi. Bruno Paquet nous dit mérité. Belgium Touch, le média Belgium Touch nous dit maîtrisé. Vi n'a rien compris à la question puisqu'il nous fait une phrase. Pas en un mot, mais quasi rien à dire sur les joueurs. On n'en parle pas, mais O'Neill a fait un bon match. Chanak, c'est toujours pareil. Il donne sa vie, il te garde le ballon quand tu crois que c'est fini. Ohio, entrée positive. Soa également. Noubi incroyable. Ngoy, pareil. Il a fait tout le résumé pour nous. Voilà, au revoir. Merci de nous avoir suivis. Non, mais je plaisante. Mais Lo qui nous dit maîtriser et mériter. Cette fois, mentalité positive jusqu'au bout. Globalement, Quentin, d'accord avec ces avis-là? Oui, de manière générale, oui, je suis d'accord. C'était une victoire méritée. J'étais au stade. Et franchement, ça faisait longtemps que j'avais plus vu le Standard bien joué du début à la fin d'un match. Ça, c'est vrai. On s'est même tous dit j'étais avec des potes et tout. On s'est tous dit, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu ça. Moi, si je devais dire un mot, je dirais quand même jeunesse. Parce que on avait du Noubi 18 ans, Chanak 18 ans, Ngoy 20 ans, Price 20 ans. C'est 4 jeunes qui ont eu leur chance, qui ont très bien joué, qui ont su la saisir. Maintenant, espérons pour eux que, malgré le retour des cadres, ils continuent à avoir des temps de jeu, ce sera pas gagné. Mais sinon, ouais, c'était une belle victoire du Standard et un gagne très décevant par contre. Oui, effectivement. Je vais dire un mot de Genk, t'inquiète pas. Je suis très très chaud sur Genk qui est une équipe surcotée à la mort pour moi. Yannick. Ouais, franchement, pour moi, Standard intraitable à la maison. J'ai l'impression que il faut déplacer ce dessin à chaque fois. Parce que pour voir des matchs comme ça, c'est incroyable parce qu'ils sont capables d'être à l'extérieur, ceux qui sont capables d'être à la maison. Je sais pas qu'est-ce qui change. Tu me diras, c'est leur public, mais incroyable. C'est pas les mêmes joueurs, effectivement. Je comprends pas. Ce qui peut manquer parfois au Standard, c'est le côté... Peut-être qu'il faut déplacer ce dessin. Fond de jeu, c'est possible, il faut déplacer ce dessin, mais c'est très compliqué. Pourtant, quand on regarde les matchs à la télé, à l'extérieur, c'est les supporters du Standard qu'on entend. Donc, ils sont quand même là. Oui, ils jouent pas ce que ça, mais les supporters sont quand même là à les soutenir et tout. Faut quand même le souligner. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une énorme différence entre les deux. Mais je dirais même plus à domicile contre les gros. Parce que contre Malines à domicile, c'était pas glorieux. Ouais, effectivement, il y avait 3 pelés et 2 tondus dans le stade. En plus, franchement, les supporters n'étaient pas au rendez-vous dans ce match-là, et on l'a vu malheureusement avec ce cadeau de William Balikwisha à ses coéquipiers. C'était toujours très sympa. Il est aujourd'hui en tribune, on sait pourquoi. Xavier, est-ce que le Standard a lavé l'affront suite à la défaite 6-0 face à l'Inter? En tout cas, ils ont bien réagi. Laver l'affront, je crois que ça restera quand même dans la tête des supporters longtemps. Moi, ce que j'ai aimé dans ce match-ci, c'est que j'ai eu l'impression de voir un vrai groupe. Enfin, un vrai groupe. Même les remplaçants qui rentrent, ils avaient envie. Alors que depuis le début de la saison, j'avais l'impression que c'était un peu sadé. T'avais les 11 titulaires, et ceux qui rentraient, ils montraient pas forcément d'envie et tout ça, et tu voyais moins une vraie équipe. Alors peut-être que la trêve internationale et la claque à l'Antwerp les a fait réagir. Et j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée-là, mais t'avais vraiment l'impression d'avoir un groupe soudé, qui avait envie de se battre l'un pour l'autre, qui avait envie de faire un résultat. Et ça, il manquait peut-être au Standard auparavant. Ouais, bon, à un moment donné, moi, je vais peut-être dire aussi des choses qui vont peut-être pas plaire. Le Standard a gagné et franchement, je sens la patte tout de suite, José Jeunechamp, dans la défense, la manière d'appliquer, notamment le positionnement, le double rideau défensif qui a été apposé face à Genk.
Mais le KRC Genk, c'est une équipe qui est beaucoup trop lisible, qui est stéréotypée, qui est surcotée à la mort, qui est individuellement, honnêtement... Non, mais je vais continuer, t'inquiète pas. Mais c'est pas nouveau. Mais c'est pas nouveau. Non, mais individuellement, il y a des joueurs à certains potentiels. Xavier, on s'entend très bien. Bilal Elkanou, c'est un superbe joueur de football. Vice-champion de Belgique. Zakaria El Ouadi est très très bon, etc. Vice-champion de Belgique, mais à un moment donné, c'est caca culotte comme Marquinhos en Ligue des Champions. Donc voilà. Et tout de suite, ça s'arrête en fait. À un moment donné, les circuits de passe, ils sont lisibles, tout est stéréotypé. C'est trop facile. Théa Sclessin, le Standard, on sait comment le Standard va jouer. Ça ne change pas de football. Ça ne s'adapte pas à l'adversaire. Ça pense que comme le Barça, ça va jouer plus vite et plus rapide que tout le monde. Sauf qu'à un moment donné, le Standard, ils ont mis un bloc défensif des familles. Ils t'ont mis des pains devant. Ils ont parti très très rapidement avec des joueurs qui techniquement sont intéressants. Lucas Noubi, excuse-moi, mais il y a un joueur qui vient de Brighton, il a bouffé comme Andy Zekiri, pour ne pas le nommer, comme pas deux. Voilà. À un moment donné, cette équipe de Genk, dans les moments importants, ça déçoit à chaque fois. Donc c'est très bien, c'est très sympa, ça va peut-être faire 6e, mais le Standard a gagné face à une équipe qui était sur papier supérieure entre guillemets, mais qui individuellement, entre guillemets, collectivement, n'a pas existé parce que trop prévisible et beaucoup trop stéréotypé. Voilà, ça c'était mon avis sur le KRC Genk, mon petit coup de gueule. C'était le coup de gueule. Moi, je suis d'accord avec Sacha Rantek. Ouais, bien sûr. À 100%. Et même depuis la saison dernière, même. La saison dernière, t'enlèves tous les goals où c'est sur corner ou coup franc de Trésor, que Onuachu met la tête ou Marcanesi met la tête. Je pense qu'ils finissent en dehors des playoffs 1. Ouais. C'était la phase. Après, ça fait partie d'une équipe. Oui, hein, mais tous les matchs, c'était la même phase, toi. Ouais. Et à côté de ça, t'enlèves cette phase de jeu-là. Genk, c'était fort, bof, je trouve, l'année dernière. Pencil, tu sais ce qu'il va faire dans son accélération. C'est tout Camus, pareil. tu sais quel intervalle il va trouver pour aller chercher le numéro 9. Tolu Aroko Daré, est-ce qu'il sait cadrer une frappe? Tu vois. Et à un moment donné, on se pose un peu les questions, quoi. Après, je pense que c'est une équipe qui sort d'un grand traumatisme quand même. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont pas mal changé. Perdre Trésor, c'est déjà beaucoup. C'est pratiquement 50% de l'équipe. Ouais, c'est dire aussi Trésor qui n'est plus titulaire avec Burnley, que ce que vaut vraiment le KRC Genk. Je dirais en termes de niveau, ils ont peut-être profité du niveau inférieur de certaines équipes l'année dernière pour pouvoir monter et venir vraiment être un contender au titre. Mais pour moi, cette équipe de Genk, c'est fade, quoi. C'est pas sexy. T'es pas d'accord avec ça, Yannick? Dis-le-moi, il y a pas de moi, j'aime énormément l'équipe de Genk, comment ça joue. Après, comme je t'ai dit, c'est une philosophie qu'ils ont, tu vois. C'est une philosophie. Aujourd'hui, tu dis que ça passe pas. Oui, des fois, ça va pas passer. C'est comme Bruges. Avant la trêve internationale, j'avais dit à Quentin, j'ai dit, tu vas voir, le Standard, au minimum, ils prennent 1 point face à Genk. Parce que ils savent comment jouer face à Genk. Agressivité, mettre le pied. Mais là, Jeune était déjà arrivé ou pas encore? Il était pas arrivé, mais ils savent le faire. Le Standard l'a fait la saison dernière, c'est exactement le même schéma de jeu, c'est une équipe qui ne change jamais. C'est la même identité, c'est la même façon de jouer. Alors c'est très bien, la philosophie, l'identité. Encore une fois, c'est ce qu'on peut reprocher au Standard, où il n'y a pas de socle, en fait. Où ça part, on a les yeux. Voilà. On n'a pas les pieds sur terre, on a les yeux dans les étoiles, et puis c'est terminé. Mais quelque part, là, je suis désolé, mais c'est le Standard qui a gagné à ce jeu-là. Bien sûr. Parce que le Standard était plus intelligent, a été plus sournois, a été plus italien dans son football. Xavier, on revient sur la science du positionnement tactique. Mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Défensivement, ils ont été très très bons avec même un Laifi se repositionner dans l'axe. J'ai quand même bien aimé son match. Un Ngoy à gauche, encore les foulées qu'il met et tout, c'est incroyable. Et un Oubli, franchement, du stade, j'ai cru que c'était un kangourou. Franchement, je veux dire, à chaque fois, il sautait, mais les détentes qu'il avait. C'est Oni, là, qui vient du pays des kangourous. Ouais, je sais, mais franchement, il t'en a inspiré parce que les détentes qu'il avait, mais c'était incroyable. Et en plus, à chaque fois, c'était des détentes, mais juste, parce qu'il pouvait même relancer une contre-attaque parce qu'il relançait bien la balle dans l'axe et tout. Et Price, qui jouait pas à sa place aussi également. Et Chanak, franchement, Chanak, faut en parler maintenant. La place, elle bouge pas. Hein. Ça va être entre Djenepo et Sowa pour la place derrière Kanga. Mais Chanak, il doit rester. Ça faisait 10 minutes qu'il demandait le changement, qu'il était carbo. Il faisait encore des sprints où il gardait la balle et tout. Franchement, une belle mentalité. Et il faut le souligner, Chanak, Chanak, c'est très très fort. Effectivement, j'aime beaucoup le mec, j'aime beaucoup la mentalité. Il ressemble tellement au Standard. C'est le Standard. C'est vraiment ça. Le type, il est là depuis ses 6 ans et il a vraiment l'ADN du Standard et cette mentalité. J'ai même regardé l'interview qu'ils ont fait de lui. Il le dit, je suis sur le banc, je monte, c'est pas grave. Moi, je donne tout. Je suis là pour le club, je suis là pour les supporters. Et tu l'as vu encore ici, il mouille le maillot et c'est un joueur comme ça qu'il faut. C'est un Chanak né en 2005, on le rappelle. Hein. 18 ans. 18 ans seulement. 18 ans. Très très bon joueur. C'est incroyable. Ça, c'est peut-être une manière pour le Standard d'aller remplir un petit peu les caisses en fin de saison. De plus en plus jeune. Tu vois, ils nous poussent vers la sortie. Ouais, c'est ça, exactement. Mais
c'est le rendement et les recettes financières qui sont nécessaires pour maintenir la viabilité d'un club. Tu le sais, Yannick. Il y a un petit qui a joué à Milan, 15 ans. Ouais, 15 ans. Francesco Camarda. Arrête de déconner, 15 ans. Plus jeune de l'histoire de la Serie A. Quand tu vois son visage, quand il voit les supporters et tout, son visage, il prend un kiff, hein, c'est incroyable. 15 ans. Et sa maman qui pleure. Tu as vu Ouais, ces j'ai vu images? la vidéo. Normal. Même nous, on a envie de pleurer alors qu'on le connaît même pas, le mec. Ouais, c'est incroyable. C'est vrai. Lukaku était arrivé à peu près au même âge, 16 ans quand même. 15 ans et demi. Il était déjà un gros bébé. Le premier match la première entrée d'ailleurs, c'était Standard Anderlecht de Lukaku. Ouais. J'étais au stade et Anderlecht avait gagné 0-4, je pense, à ce moment-là. Le préfixe de Liège, hein, justement, donc ça tombe bien. Et, c'était vraiment un très bon moment. Il avait 15 ans et demi. Donc, ça existe. Il a pas 16 ans déjà? Non, il avait 15 ans et demi. À ce moment-là, il avait 15 ans et demi. T'es rentré, il venait d'entrer dans l'équipe première du Sporting et de s'entraîner à 15 ans. Et puis, ils l'ont intégré petit à petit. On verra, hein, mais c'est très jeune et effectivement, c'est peut-être le sauveur de l'attaque de l'Italie, mon cher Xavier. Du Milan aussi, j'aimerais bien. Grand supporter du Milan. Ouais, pour l'Italie, il faudra un attaquant, c'est vrai. Eh bien maintenant, il est l'heure de passer à votre séquence préférée, à vous, messieurs. Place à la séquence découverte. Place, bien sûr, au crack ou à la fraude. Xavier. Moi, pour une fois, contrairement à d'habitude où je prenais toujours des fraudes, je vais prendre un crack cette fois-ci, que je vais mettre en avant un joueur du Standard, justement. C'est Kawabe, je trouve. Ok. Que tout simplement, moi, je trouve qu'il est fort décisif et j'aimerais bien savoir depuis combien d'années au Standard on n'a plus vu un milieu de terrain qui est capable, après seulement 13-14 matchs, il a déjà mis 5 buts. Au milieu de terrain, au Standard, depuis, je sais pas, 10 ans, le milieu de terrain, il marque jamais aucun but sur toute une saison. Et un milieu de terrain décisif, c'est très important dans une équipe. Et c'est pour ça que j'ai envie de le mettre en avant aujourd'hui. Effectivement, plus gros achat estival du Standard à côté de Moussa Djenepo, 1,5 million d'euros bonus compris. Voilà, c'est aussi, il devait le faire. Je veux dire, je te le dis en termes de, c'était la priorité du chef du recrutement, Laurent Daphné, pour cet été. Il a réussi à le signer. Voilà, c'est quand même un gros investissement. Heureusement pour le Standard qu'il soit impactant, comme ça au moins par des stats, il pourra rentabiliser tout ça. Mais excellent joueur dans le milieu de terrain, il est précieux. Mais dans une équipe, c'est très important, un milieu qui est capable de marquer. Et ça, il manquait au Standard depuis très très longtemps, je trouve, tu vois. Même un Raskin, hein, tout le monde le mettait sur un piédestal, mais il a marqué combien de goals au Standard? Ouais, mais en plus de ça, il a le côté, alors ça c'est les Japonais, c'est les Asiatiques, désolé de dire comme ça, mais sens du travail, discipline, sens de l'équipe, sens du groupe. Je suis sûr que dans un groupe, c'est pas le mec qui va poser le moindre problème. Et il a l'expérience aussi, je trouve. Ouais. Qu'à un moment, en fin de match, là, où il peut donner la passe à Oyeo pour faire le 0-2, à la place de ça, il protège le ballon pour aller chercher la faute, parce que c'est juste un 0, on sait jamais. Et tous ces petits trucs-là sur un terrain, c'est très très important, toi. Alors, on sait que tu es un grand fan de la J-League, mais effectivement, encore un talent venu du Japon, encore un international japonais. C'est par l'Autriche tout ça entre-temps, mais oui. Ouais, c'est vrai, effectivement. Et tu es en prêt d'ailleurs en Suisse. Grâce au Perth Zurich. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça exactement. Mais il appartenait à Wolverhampton, à qui le Standard l'a acheté donc pour 1 million d'euros, bonus compris. T'as une fraude ou pas, Xavier? Je te laisse la possibilité, si tu veux mettre une fraude. Non, allez, oui, non? Allez, on la laisse cette fois-ci. Il ne veut pas se faire d'ennemis, il a bien raison. On a déjà fait assez, toi. Tu as bien raison, mon copain. Quentin? Moi, j'ai un crack. Rob Scholes de Malines, qui est repositionné sous Besnikazi en numéro 10. Capitaine, franchement, décisif. Aussi bien le premier goal, deuxième goal. C'est un très bon joueur et j'aime bien ce fait qu'il soit beaucoup plus haut sur le terrain parce qu'il a une bonne qualité de passe. Donc Rob Scholes, j'ai bien aimé ce week-end. Ok, c'est intéressant. Et puis c'est vrai que c'est un homme qui est un petit peu à l'image du renouveau sous Besnikazi du KV Mechelen. C'est bien de revoir aussi cette équipe de Malines qui va mieux dans le jeu et avec un Norman Bassett aussi, qui est en train de montrer son talent. Sur la passe D de Scholes, notamment sur le premier goal. Il a du potentiel, Norman Bassett. Il lui faut du temps, mais il est très très bon. Bien meilleur que le Borback. Très très bien. Oh, ça, c'est pas dur. C'est pas dur. Mon cher Yannick, crack ou fraude? Non, vu mon match de ce week-end, je veux pas prendre de fraude. Vu mon match de ce week-end, je veux pas prendre de fraude, mais crack, je veux prendre Zorgan. Ok. Parce que 2 passes décisives, mais faut voir avant ça, il est hué, insulté, et il faut un mental pour rester dans son match et pouvoir offrir la victoire, parce que c'est lui qui offre les 3 points pour moi. Moi, je suis jamais à la conclusion, mais toujours au départ de l'action. Et il met 2 passes décisives, mais d'un chef-d'œuvre incroyable. Et il est en train de se relancer, remonter en puissance, parce qu'on sait que dans un gros mois, les amis, il y a une compétition que j'aime beaucoup, la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on va suivre avec grand plaisir. Et on a hâte. Voilà, on a hâte. On peut vous le dire d'ores et déjà, on aura un sélectionneur qui sera à la CAN dans les prochains épisodes ici.
m'a confirmé sa présence. Tom Saintfiet, l'entraîneur sélectionneur de la Gambie, qui sera avec nous dans les prochaines semaines. Donc on va parler de cette compétition. J'ai hâte. Voilà, je vous le dis, je suis extrêmement. J'adore la Coupe d'Afrique des Nations. Là encore une fois, c'est très dommage qu'en Belgique elle ne soit pas diffusée. Mais bon, les gens ont les bons canaux pour les bonnes intelligences et les bons outils. Pour le reste, je vais vous donner quand même mon crack. C'est Tristan de Greef. Tristan de Greef qui joue évidemment au sein du Sporting d'Anderlecht, une jeune pépite qui évolue à la fois dans l'équipe B du Sporting chez les RSCA Futures, mais qui tend à de plus en plus devenir important dans l'équipe première. Voilà, je trouve ce gamin quelque chose. Voilà, je pense que je vais pas non plus oser la comparaison avec Moussiala, mais dans le football, il y a quelque chose qui est beau, qui est technique, qui est léché. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un joueur aussi prometteur au Sporting d'Anderlecht dans ce qu'il propose. Surtout aussi élégant. Très élégant. Très élégant, effectivement. Tu sais, il te fait penser à qui? Tu te rappelles de Leb? Oui, ouais, tout à fait. La même chose. Incroyable. Je te jure. Ah, c'est une belle comparaison, j'avais pas pensé du tout. J'ai joué contre le petit et franchement, j'ai l'impression de voir après les plus jeunes vont peut-être pas connaître Leb, mais un joueur pareil. Ouais. Élégant, première touche de balle. Il met des contrôles orientés où je me dis mais comment il ose faire ça contre des plus vieux comme ça? Mais un contrôle orienté où t'es de l'autre côté. Petit, mets-toi à côté. Ouais, t'es pas avec nous. Mets-toi sur le côté. Donc, non, très, très bon joueur, franchement. Non, franchement, c'est effectivement mon gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Tristan de Greef, on va en entendre parler. Très certainement dans les prochaines années. Puis il va monter en puissance aussi avec cette équipe première d'Anderlecht. Des joueurs qui sont plus expérimenté, plus fort. Avoir un Torgan Hazard, ça fait toujours plaisir à côté de lui pour grandir. Un Alexis Flips qui a connu la Ligue 1, etc. Ça va élever aussi son niveau de jeu et ça va le rendre encore meilleur. Mais bon, wait and see pour le futur. Wait and see, c'est évidemment votre rubrique spéciale transfert. On va se retrouver bien sûr dans une séquence où nous allons parler d'Eliott Matadzo, de Michy Batshuayi et son avenir. On va parler également de Mardoché Nzita du Berscott. Et alors, je vais reprendre mes fiches. On va parler de Jarno Stukers, bien sûr, du côté de Columbus Crew. On va vous donner des petits détails sur la possibilité de ce transfert. Pour le reste, il me reste justement à vous remercier. Yannick, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir invité. Très, très content. En tout cas, j'ai vu que vous étiez chaud. Hein. T'es à la maison. T'es à la maison. Ici, on parle comme nulle part ailleurs. Voilà. C'est la vérité, c'est les vrais propos, c'est les vrais gars, comme on dit. Et voilà, on est ensemble. Les gavas. Les gavas, exactement, mon Quentin. Merci beaucoup. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve pas pour moi. Ce sera Thomas et Xavier. Ce sera Thomas et Xavier. Tu vas nous manquer. On va prendre un peu de vacances. Tu vas nous manquer. Xavier. Merci. Nous, on se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de vous également. N'oubliez jamais, tac, s'il vous plaît, on s'abonne à la chaîne, un like et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, bien sûr, quel serait le groupe, selon vous, de la Belgique, le vôtre préféré. Vous pouvez nous le dire. Évidemment, Belgique avec chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. Quel serait votre groupe préféré? On le répète. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao, ciao!